Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on aborde de plus en plus, la gestion de patrimoine, mais aussi on va parler de la gestion privée ou gestion un peu peut-être fortune. Parce que voilà, on sait qu'investir c'est une chose, mais structurer et gérer son patrimoine intelligemment, c'est un autre niveau. Donc dans cet épisode, on va parler de la structuration d'un patrimoine accessible à tous. On va parler de la gestion de fortune ou gestion privée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui change réellement? Comment investir et structurer tout ça? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Joe Hassel, investisseur et entrepreneur suivi par plus de 150 000 personnes sur les réseaux, fondateur également d'une académie qui forme les épargnants à investir et maintenant cofondateur de Wassel Capital, un cabinet spécialisé en gestion de fortune. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast d'Investir pour demain, Joe. Eh ben écoute, merci Emilien. En plus, depuis le temps qu'on devait faire ce podcast, ça me fait vraiment plaisir que, en ce jour de canicule, tu vois, on le fasse. C'est Merci pour cette. clair. On a notre ventilo là, tous les deux de notre côté. Ah non, t'en as pas. Excuse-moi. T'étonnes pas si je transpire et désolé pour cet accoutrement et cette tête là. Non, t'inquiète. Bon alors pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter à la Hmm. communauté? Ok, écoute, je vais essayer de faire assez concis pour ceux qui me connaissent pas. Euh, En gros, de base, je suis pas du tout du milieu de la finance. J'ai une mère enseignante, donc plutôt un parcours, on va dire historiquement familial de fonctionnaire. J'ai moi-même travaillé à l'Assemblée nationale pendant 8 ans. J'ai fait quelques années aussi en tant que fonctionnaire. Et je suis ingénieur de formation, tu vois. Donc, à la base, la finance, l'investissement, etc., ça me parlait pas du tout. Dans ma tête, j'étais plus dans le délire de faire des bonnes études, trouver un bon taf, puis épargner, Mhm. acheter ma résidence principale, etc. Et puis, de fil en aiguille, plein d'événements ont fait que je me suis intéressé au monde de l'investissement en 2018. Et à partir de 2018, du coup, j'ai commencé à tâter un petit peu l'investissement. J'ai commencé à chercher, on va dire, le contenu que je trouvais à l'époque sur le contenu américain, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en France. Donc faire pas mal d'erreurs. Enfin, puis au final, j'ai commencé par me former, etc. Et de fil en aiguille, du coup, j'ai pas mal investi. Aujourd'hui, j'ai la majorité de mon patrimoine, enfin, de notre patrimoine avec ma femme et du coup aujourd'hui mes deux enfants, familial, on va dire, qui investit sur les marchés, donc on va dire en bourse entre guillemets. Et depuis 2022, effectivement, j'ai commencé à créer du contenu sur une page qui s'appelait à l'époque Boursogramme. Et ce contenu-là, ça a été du contenu pédagogique que je trouvais pas en France en fait. C'était simplement que je racontais mon parcours. Je disais en gros ce qui marchait pas pour moi, enfin ce qui avait pas marché, ce qui m'avait fait perdre de l'argent, et ce qui avait plus marché du coup. Et en fait, je partageais ça avec transparence. Et depuis le premier jour, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, hein, mais depuis le premier jour, je suis vraiment dans un mantra je fais ce que je dis ce que je fais, et je suis toujours resté comme ça. Et effectivement, c'est pour ça que je pense que la mayonnaise a bien pris entre guillemets et que les gens ont commencé à suivre ce parcours-là, c'est qu'ils ont voulu, se former, s'éduquer, mais aussi pour suivre un petit peu toute cette aventure à la fois d'investisseurs et d'entrepreneurs, on va dire, qu'on initie ensemble. Et voilà, et me voilà aujourd'hui, 4 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard, dans ton podcast. C'est génial, très très beau parcours. Donc vraiment quelqu'un qui est parti d'un autre domaine à aujourd'hui financier et fondateur d'une académie et surtout maintenant aussi d'un. Effectivement, effectivement, c'est vrai que c'est des choses que, pour résumer entre guillemets un petit peu mes activités entrepreneuriales, en gros, ce qui s'est passé, c'est que dès 2022, il y a des gens qui ont commencé à me dire, bon bah ok, comment on fait, etc. Donc moi, je partageais partout où je m'étais formé, à la fois chez les Américains, puis dans les livres, puis voilà. Mais en fait, les gens me disaient non, mais moi, je veux que ce soit toi qui me forme. Donc du coup, c'est là qu'est née l'académie, la fameuse académie en 2022 où c'était vraiment parti de quelque chose de très simple. Et de fur et à mesure des années, on s'est complètement structuré. On est beaucoup plus dans un cadre réglementaire aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai qu'on a vraiment créé une école en ligne, en fait, qui est l'académie pour les débutants. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'insiste. C'est clairement étape par étape comment restructurer son patrimoine, investir pour demain et vraiment assurer sur toute la partie patrimoine financier quelque chose de carré et de durable. Et depuis, je dirais 2 ans, on a cette forte demande de personnes qui ont un petit peu plus d'épargne, un peu plus d'argent, qui sont soit intimidés pour l'investir eux-mêmes, soit ils préfèrent avoir la responsabilité d'un professionnel qui gère ça. Et en fait, on nous tapait du pied depuis même 2 ans et demi, voire 3 ans. On nous tapait un petit peu du pied pour nous dire, bon bah voilà, j'ai envie que vous le fassiez à ma place. Bon, au début, j'étais un peu réfractaire parce que tu le sais probablement, mais
Avoir un cabinet de gestion de patrimoine, gestion privée, gestion de fortune, c'est quelque chose d'extrêmement carré. Et la réglementation, moi, depuis que j'ai quitté l'Assemblée nationale, en général, j'ai envie de m'en séparer. Mais je me suis dit que bon bah c'était la demande. Factuellement, je le voyais en fait, soit mes élèves, soit mes abonnés, ils étaient extrêmement mal servis par leurs conseillers. Donc on a effectivement fondé avec mon associé un cabinet de gestion privée et qui fait aussi qu'il y a un pôle gestion de fortune. On fait principalement de la gestion privée, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure. Et là, ouais, bah du coup enfin on l'a fondé quoi il y a un peu moins d'un an maintenant. Et bah, effectivement, on a pas mal de demandes. On a dû bloquer un moment et puis maintenant ça va, on a rouvert. Donc c'est assez cool. Et là, c'est une autre activité parce que dans cette activité-là, on est vraiment sur euh, du clé en main entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait à la place du Ça, c'est ça, totalement. Donc, tu as vraiment toutes les facettes qui est soit l'autonomie, se former, ou soit gérer à la place de la personne. Non, franchement, c'est trop cool. Pour des personnes qui nous écoutent, qui apprennent à investir, mais déjà qui n'ont pas forcément de notion de gestion de patrimoine, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire bah, qu'est-ce que la gestion de patrimoine déjà? Et puis aussi, à partir de quel moment on peut parler de patrimoine? Parce qu'il y a des Ah oui, croyances c'est une limitantes, je question, pense que ça. tu le sais, c'est de se dire, ah, mais j'ai pas assez d'argent pour commencer à investir. On l'a vu enfin, par nous-mêmes, de par notre expérience. Donc, parler de gestion de patrimoine, tu entends quoi par la gestion de patrimoine? Ok, déjà je vais répondre à ta deuxième question si ça te va. À partir de quand on peut parler de patrimoine? Et j'avoue que je pourrais être complètement démago et dire non, mais à partir du moment où on a 1 euro, 2 euros, 5 euros, 100 euros, on peut parler de patrimoine. Mais en fait, la réalité, c'est que quand on a moins de 10 000 euros cash, on peut pas parler de patrimoine. Ça, franchement, c'est une réalité. Moins de 10 000 euros, c'est une épargne de sécurité. Donc, on peut pas encore parler de patrimoine. Ça veut pas dire que c'est une étape, enfin, c'est pas fataliste, hein, ce que je suis en train de dire. C'est plus que c'est pas encore le focus. Si on a moins de 10 000 euros de côté, aujourd'hui, l'unique focus, c'est d'avoir une épargne. Déjà pour se protéger aujourd'hui avant de penser à demain. Ensuite, une fois qu'on commence à être effectivement une fois qu'on a dit, en gros, notre épargne de sécurité, pour résumer, bah, toute l'épargne qu'on accumule en plus, il faut en faire quelque chose, en fait. Et donc là, on commence à parler de patrimoine. Alors, le patrimoine, il est soit financier, soit immobilier. D'accord? Donc, quand on parle de patrimoine, en général, on englobe les deux. Mais le patrimoine, en gros, hein, c'est notre richesse. D'accord? Aux États-Unis, ils appellent ça le net worth. Donc, le patrimoine net. Et c'est notre richesse. Et le seul et unique focus financier, entre guillemets, qu'on doit avoir dans la vie, selon moi, c'est pas d'augmenter son salaire, mais c'est d'augmenter son patrimoine. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais quand on pense de cette manière-là, on réfléchit complètement différemment. Pourquoi on veut augmenter notre patrimoine? Parce que notre patrimoine nous apporte dans un premier temps de la sécurité, puis de la sérénité, et puis derrière, c'est un peu l'objectif final de la liberté. Donc je dirais que c'est ça. En gros, ensuite, c'est quoi la gestion de patrimoine du coup pour te répondre? La gestion de patrimoine, c'est le fait de se dire, OK, comment est-ce que je protège cet argent? Donc protège déjà bah, potentiellement des actifs risqués, des crises, etc., mais aussi protège de l'inflation. Ça paraît bête, mais comment on le protège et on fait en sorte qu'il fructifie de manière enfin de manière à battre l'inflation. Et derrière, comment je le fais fructifier? Comment mon patrimoine peut faire des petits, en gros, et me rapporter de l'argent. Et plus on a d'argent, forcément, plus notre patrimoine nous rapporte. Et je dirais qu'à partir des 100 000 euros, c'est là que tu as un cap qui franchit. Moi, c'est pour ça que j'utilise le premier focus, ça doit être d'atteindre ces fameux 100 000 euros, parce que là, tu as un vrai cap qui est franchi, qui fait que ton patrimoine commence vraiment à te rapporter beaucoup. Ok. Et Je sais moi, pas je si me ça permets répond à ta de... question ou pas. Ouais, si, totalement. Et je me permets de rebondir sur les revenus. Quand tu dis en soi, les revenus, c'est pas forcément un objectif, c'est plus la partie du patrimoine. Et en effet, pour moi, je valide totalement ce que tu dis dans le sens où tes revenus, c'est un moyen. Donc, si tu augmentes tes revenus, c'est un moyen qui va te permettre derrière d'augmenter plus rapidement ton patrimoine. Que ce soit avoir une capacité d'investissement plus importante, une capacité bah, d'auto-financement plus important également pour investir dans l'immobilier, pour faire de l'emprunt. Donc, totalement d'accord avec toi. Ouais. Ensuite, du coup, j'aimerais qu'on parle un peu des piliers d'un patrimoine qui est bien structuré. Pour toi, quelles sont un peu les grandes classes d'actifs, du coup, à connaître pour diversifier son patrimoine et pourquoi c'est important de diversifier? Bah là, je dirais que, encore une fois, franchement, ça dépend de beaucoup de choses. Je vais essayer de faire des réponses un peu généralistes, mais en prenant en compte, on va dire, les différents critères. Premier critère, ça dépend évidemment de là où on est situé dans le monde.
mais on va partir du principe que la majorité des gens qui nous écoutent, c'est des résidents français ou à minima européens, belges, suisses ou quoi. Mais déjà, Suisse, il y a vraiment des spécificités. Mais si c'est des Français qui nous écoutent, on peut forcément parler d'immobilier, tu vois. Et la deuxième chose, c'est que ça dépend de là où on en est dans son parcours d'investisseur. Et pour moi, le parcours d'investisseur, c'est la chose la plus importante qu'il faut bien cadrer. C'est qu'en gros, il est situé enfin, il est décomposé, pardon, en trois parties. La première partie, c'est que tu construis ton patrimoine. Donc là, le but, c'est de gagner de l'argent et d'accumuler un gros patrimoine. La deuxième partie, c'est quand tu as un gros patrimoine et ton but, bah, c'est de le préserver et d'en vivre, d'accord? Donc là, on est vraiment dans la protection. Et la troisième phase, c'est la phase de transmission. Et donc forcément, un patrimoine, il se réfléchit complètement différemment en fonction de la phase dans laquelle on est. Et ça, c'est vraiment très important. Mais je vais partir du principe que les gens qui nous écoutent sont principalement des résidents français et qui sont dans une phase de construction patrimoniale. Et donc, ils ont un horizon d'investissement qui est plus long, c'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, potentiellement 30 ans, imaginons pour les plus jeunes. Euh, pour moi, ce qu'il faut se dire, c'est, OK, comment est-ce que je peux faire grossir mon patrimoine, soit en utilisant tous les leviers que j'ai à disposition, notamment par exemple l'effet de levier bancaire qu'on pourrait avoir avec l'immobilier, soit en y passant le moins de temps possible. Et là, ça va vraiment dépendre des gens. L'immobilier, il y a un gros avantage à l'immobilier, c'est l'effet de levier. Et c'est d'ailleurs le seul gros avantage de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Mais en fait, il est très puissant. Donc, si demain, tu veux lancer une activité, parce que c'est une activité, hein, et tu veux, je sais pas, mettre en place enfin, avoir des revenus locatifs, faire du marchand de biens, etc. L'immobilier, c'est très puissant en France. Au même titre que la création d'entreprises, le rachat d'entreprises, etc. Et derrière, par contre, pour l'investissement financier, selon moi, il faut que ce soit passif. Et si tu as une vision long terme, il faut aller chercher des classes d'actifs plus risquées parce qu'on sait que le risque, forcément, il s'érode complètement avec le temps. Donc, par exemple, quand tu investis dans des actions, au bout de 15-20 ans, tu as un risque qui est presque de zéro, tu vois. Et donc, si tu as un horizon d'investissement qui est long, tu as les actions. Si tu as un horizon d'investissement qui est court, tu vas avoir, par exemple, des obligations. Et puis après, ça va dépendre. On pourrait parler de private equity, private debt, etc. Mais franchement, ça va pas concerner tout le monde. Il y a pas mal de hype, on va dire, autour de ces sujets-là. Mais aujourd'hui, si tu as moins de plusieurs centaines de milliers d'euros, les fonds de private equity et fonds de private debt sont pas forcément les plus ce qu'il faut aller chercher. Je pense qu'il faut rester très simple. Tu as des ETF, des actions, et ça sert à rien de trop se prendre la tête au début. Ouais, comme tu dis, c'est super important. En fait, t'as pas de réponse directe. Ça va vraiment dépendre de l'horizon de placement de chaque personne, de leur aversion au risque, de leur situation patrimoniale et familiale aussi. Ça peut avoir un impact énorme. Donc, non, mais complètement. Exactement. Je valide tout ce que tu dis. Bon, on est aussi là pour parler de la partie gestion privée et gestion de fortune. Est-ce que tu pourrais Ouais. nous expliquer ce qu'est la différence entre la gestion de patrimoine simple, la gestion privée, la gestion de fortune? Je pense, pareil, hein, on va pas être super démago. Je pense que en vrai, au fond, tous ces trucs-là, c'est du marketing. C'est-à-dire que ça veut un peu tout et rien dire. Gestion privée, gestion de fortune, gestion de patrimoine, tout est de la gestion de patrimoine, techniquement parlant. Maintenant, c'est vrai que pour le vivre et le vivre pour nos clients, c'est vrai qu'il y a quand même une distinction, on va dire, en fonction du montant, du capital que quelqu'un a à placer. Pour moi, c'est quand même un des critères les plus importants. Globalement, quelqu'un qui a 50 000 euros, c'est quand même pas du tout la même gestion que quelqu'un qui a 5 millions. Tu vois, soyons honnêtes. Donc, la gestion privée, c'est principalement ce que nous on fait dans le cabinet. C'est ce que nous, en tout cas, on cadre à entre 100 000 euros de capital net à investir à 1 million d'euros. Là, on est vraiment sur de la gestion privée, c'est-à-dire que globalement, tu vas à peu près toujours gérer le patrimoine de la même manière. Évidemment que ça va dépendre, comme tu dis, de l'aversion au risque, de l'horizon de la personne, de la structure. On a des entrepreneurs, on a des particuliers, on a des Belges. Donc évidemment, ça dépend de plein de choses. On a des gens qui ont des enfants, d'autres qui en ont pas, etc. Mais globalement, c'est à peu près là que se situe la gestion privée. Et la gestion de fortune, c'est au-delà d'un million. Parce que c'est vrai qu'au-delà d'un million, il y a d'autres questions qui viennent se poser. On va avoir, par exemple, j'en sais rien, moi, du crédit lombard, tu vois, qui pourrait être pertinent. Alors, au-delà d'un million, dans les conditions actuelles, c'est généralement pas pertinent, mais ça pourrait l'être, imaginons à 3 millions, enfin, ça dépend des gens. Et puis même, ce qui se passe, c'est ce qu'on remarque en tout cas, généralement, c'est que plus le patrimoine est gros, donc
en général, c'est plutôt au-delà d'un million, plus il y a une structure qui est complexe. Et en fait, la gestion de ce qui différencie, je dirais, la gestion de fortune de la gestion privée simple, c'est vraiment que là, on fait rentrer le légal, le juridique, et qu'on a une réflexion d'ingénierie patrimoniale beaucoup plus poussée. On l'a bien sûr sur la gestion privée, tu vois, mais sur la gestion de fortune, tu as tellement de choses à prendre en compte, et dont la fiscalité, qui est en gros le plus gros gain qu'on peut aller chercher, c'est l'économie fiscale. Tu vois, c'est des gestions qui sont différentes. Ça a l'air un peu bullshit dit comme ça, mais si tu veux que je rentre dans des détails un petit peu plus précis, t'hésites pas à me lancer sur des trucs précis avec plaisir. Moi, ça m'intéresse, c'est au niveau de la... Tu dis, la gestion privée, c'est entre 100 000 et 1 million. Est-ce que tu prends en compte donc uniquement l'argent, le financier à investir, ou par exemple, si ou tu prends également en compte l'immobilier. Par exemple, si on se dit que tu as une famille qui a 2,5 millions de patrimoine IMO, mais que d'un autre côté, elle a 300 000 euros à investir, cette famille-là, tu la comptes dans quoi réellement? Plus de la gestion de fortune ou plus de la gestion privée? Non, gestion privée. En fait, il faut être honnête, hein. L'immobilier, en réalité, c'est pas que ça vaut rien, mais, mais c'est un patrimoine qui est pas liquide, en fait. Quand tu as un patrimoine immobilier, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que 80% de nos clients, c'est des gens qui sont en train d'effectuer la transition de l'immobilier vers le financier. Parce que quand tu commences à avoir un gros patrimoine, sur le papier, je sais pas, par exemple, tu me dis, il y a quelqu'un qui a 2,5 millions d'immobilier et 300 000 de cash. En fait, ce gars-là, il est en train de se rendre compte que son immobilier, il vaut rien. C'est ça la réalité. Parce qu'en fait, son immobilier, sauf s'il lui rapporte, que c'est bien fait, etc. Mais son immobilier, il peut pas le revendre facilement. C'est pas liquide. Et donc, surtout s'il a 2,5 millions, c'est de plus en plus long à revendre. Donc, c'est génial pour s'enrichir, l'immobilier. Mais derrière, c'est plein de contraintes. Et plus, on le voit, c'est comme avec une entreprise. Plus l'entreprise grossit, plus tu scales tes problèmes, plus que tu scales tes bénéfices. Pour l'immobilier, c'est un peu pareil. C'est que plus tu scales ton parc immobilier, plus tu scales tes problèmes. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens effectuent cette transition. Donc, pourquoi je dis que l'immobilier vaut rien? Évidemment que ça vaut quelque chose. Évidemment que quelqu'un qui a 2,5 millions, c'est probablement quelqu'un qui a des revenus locatifs, etc. Et c'est quelqu'un qui a très bien fait les choses parce que c'est quand même un beau parc immobilier. Mais tu peux pas c'est pas malléable en fait. C'est pas un patrimoine que tu peux gérer facilement, etc. Et donc finalement, ce que tu peux vraiment gérer, c'est ces 300 000 euros. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais le gars dont tu me parles, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il vient plutôt nous voir en nous disant qu'il commence par mettre 300 000 et qu'il est en train de revendre son patrimoine immobilier pour chercher plus de liberté. Parce que quand tu as 2,5 Ok. millions, tu vis complètement tes rentes, hein. Si tu le places sur du financier, t'as pas besoin d'avoir de l'immobilier, hein. Tu le places large et tu vis complètement tes rentes. Donc l'immobilier, c'est de la gestion, c'est des contraintes, c'est des galères, c'est tout ça, ce que tu vas beaucoup moins avoir avec du financier. Après, il y a ce côté émotionnel. Tu dis, tu as de l'immobilier, même pour la transmission. Donc, certes, ça, c'est un sujet, je pense, très important à prendre en compte parce que si on ne le prend pas en compte, bah, les enfants, ils vont payer très, très cher. Ils devront peut-être revendre des biens. Mais, euh, mais en soi, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je veux dire, le fait d'avoir de la pierre, ça reste quand même émotionnel pour les gens. Et puis, bah, je trouve que tu as quand même une certaine richesse. Même si, comme tu l'as très bien dit, c'est illiquide. Mais au final, demain, tu investis, je sais pas, dans du private equity où tes fonds sont bloqués 8 ans. Ça reste aussi Mm. illiquide. Exactement. C'est pour ça que le private equity, on en fait, hein, parce parce qu'effectivement, il y a des meilleures rentabilités, etc. Mais c'est le premier truc qu'on dit, nous, c'est attention, hein, c'est pour une majorité des cas, c'est surcoté. Alors bien sûr, il y a des très bons fonds de private equity, surtout à 2,5 millions, on peut vraiment aller chercher des très beaux fonds, qui vont vraiment chercher de belles performances, mais c'est illiquide, donc ça, cet inconvénient-là, tu vois. Mais l'immobilier, euh, attention, hein, je trouve que c'est génial, hein. L'immobilier, c'est un très beau levier d'enrichissement. Mais une fois que tu as un patrimoine, c'est pas le meilleur levier pour préserver ton patrimoine et le protéger. Et surtout dans la troisième phase dont je parlais tout à l'heure de la transmission, tous les problèmes que j'ai vus sur l'héritage, c'est des enfants qui avaient hérité d'immobilier. C'est jamais Mm. d'enfants qui ont hérité de financier. Parce que le financier ne pose pas de problème. 200 000 euros, 200 000 euros. 500 000, 500 000, 1 million, 1 million. L'immobilier, c'est extrêmement complexe.
Parce que soit ils sont, imaginons, en indivision et donc du coup c'est une galère pour revendre, etc., etc. Soit ils s'accordent sur le fait que tu en as un qui a ce bien, un qui a ce bien. Ensuite, faut effectuer, faut revaloriser les biens, etc., puis refaire le calcul. C'est complexe, ça crée des embrouilles. Il y a justement, tu l'as décrit, un aspect émotionnel et donc du coup ce qui est très contraignant au moment de l'héritage. Moi, en tout cas, tous les héritages que j'ai vus qui se sont mal passés, où il y a eu des embrouilles, c'est parce qu'il y a de l'immobilier. Ok, Donc je trouve ok, que plus les années passent et plus l'immobilier devient une contrainte. Mais ça, je suis pas le seul à le penser parce que nos clients viennent pour ça, parce qu'ils sont en train de se retirer cette contrainte maintenant qu'ils se sont enrichis. Tu vois ce que je veux dire? ouais, donc ça se fait en plusieurs phases. Dans la phase où tu développes ton patrimoine plus immobilier parce que tu as l'envie aussi d'avoir de l'IMO et tout, tu as cette phase où tu maintiens tes biens plus tu as des rendements et tu as cette phase où où tu revends tes biens pour avoir plus d'actifs liquides pour plus facilement transmettre, c'est ça? Pour moi, en gros, l'immobilier, c'est un taf. Il faut l'admettre. C'est-à-dire que quand tu vas aller faire c'est de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est la même chose. Tu vas faire des visites, tu vas réseauter, tu vas déléguer à des artisans, etc. Et derrière, tu vas gérer des problèmes. C'est ça l'immobilier. Donc c'est de l'entrepreneuriat avec cet avantage considérable qui fait que t'as pas besoin d'être spécialement intelligent, spécialement bon, spécialement, je sais pas, un génie de quoi que ce soit. Tout le monde peut faire de l'immobilier. Et le deuxième avantage, c'est évidemment l'effet de levier. Parce que quand tu fais un levier x10, même un rendement de 6% net d'intérêt, c'est l'équivalent d'un rendement de 60% par rapport au capital que tu as investi, parce que c'est x10. Donc du coup, c'est génial à ce niveau-là pour s'enrichir. Mais du coup, la question, c'est une fois que tu as un gros patrimoine, tu parlais tout à l'heure d'avoir 2 millions. Bon, une fois que tu as 2 millions, est-ce que tu as vraiment envie de continuer de te faire chier avec ton taf? Si oui, ça veut dire qu'il faut refaire du levier. Et sinon, il faut revendre cet immobilier et le placer sur du financier. Généralement, c'est ce qui se passe quand les gens ont 45, 50, 50. Parce Donc voilà, qu'après, c'est un super levier d'enrichissement, tout comme l'est l'entrepreneuriat, le rachat d'entreprise, la revente d'entreprise. Mais c'est pas tout comme un super levier d'enrichissement, c'est d'être frontalier suisse, tu vois. C'est-à-dire que c'est des trucs où tu vas passer du temps, tu vas taffer, tu vas charbonner et tu vas gagner beaucoup. Et donc l'immobilier, je le vois de cette manière-là. ça, et puis je pense qu'aussi l'immobilier, à partir d'un certain moment où tu prends pleinement les impôts fonciers, ça commence à faire très mal Bien sûr, aussi. voilà. Après, ça dépend comment tu es structuré, tout ça, mais dans Voilà, tous c'est les cas, ça. tu vas manger des impôts, c'est sûr. Ouais, complètement. Non, super intéressant. Donc toi, par exemple, là dans la gestion privée, est-ce que les enjeux, ils deviennent assez différents? T'es plus dans un développement ou plus dans le côté sécurité? Par exemple, si tu prends entre 0 et 100 000, on va chercher bien plus à se développer. Ouais, c'est une bonne question, ça. Je dirais que euh, je dirais que c'est plutôt développement quand même pour une partie d'entre eux, pour je dirais la majorité, mais pas l'énorme, pas l'écrasante majorité. Quand même la majorité, on va avoir de mes clients, on va avoir une partie développement. Après, en général, un gars qui vient qui a 300 000 euros, ce qu'il veut, c'est quand même quelque chose de safe, de stable, et en plus, il délègue, c'est justement qu'il veut se retirer cette charge mentale. Donc, quand les gens viennent nous voir, nous, c'est tout de suite la chose sur laquelle on sensibilise. Globalement, on a, comment on pourrait dire, à chaque patrimoine, on va vraiment regarder de manière précise les enjeux, les trucs comme ça. Enfin bref, tu vois tout le blabla. Mais on le fait vraiment sérieusement parce que selon nous, le plus important, c'est de dormir tranquillement sur ses deux oreilles. La deuxième chose la plus importante, évidemment, c'est d'aller chercher de la performance, évidemment, modulo le risque. Et donc, ce qu'il faut aller chercher, en gros, si je dois caricaturer, on va pas aller chercher du 13% par an, on va plutôt aller chercher du 7% par an. Par contre, 8% à la limite. Tu vois, parce qu'on est plus dans une phase de croissance, on va aller chercher du 8% par an. Mais c'est du 8% qui n'est pas comme ça, mais qui est plutôt comme ça. Parce que l'avantage que tu as, c'est que plus tu as d'argent et plus tu as accès à des fonds de qualité institutionnelle. Et donc des fonds auxquels on n'a pas accès quand on met 1000 balles, mais on a accès quand on commence à mettre effectivement un gros montant. Tu vois, tu as accès à d'autres types d'enveloppes, comme l'assurance vie luxembourgeoise, etc. Et donc toutes ces choses-là font que tu as des fonds qui sont très intéressants, qui ont des performances qui sont complètement correctes, qui te permettent potentiellement pour ceux qui le souhaitent de vivre de tes revenus, ou en tout cas qui te permettent d'investir ton argent, et qui sont, quand on diversifie bien, quand on équilibre bien, qui sont, comment on pourrait dire,
qui te permettent en tout cas d'avoir un portefeuille plus stable. Ce sera jamais complètement droit, hein, ça reste des marchés financiers, c'est volatile Oui, parce que voilà. c'est liquide, mais en tout cas, ce sera plus comme ça que comme ça, quoi. Tu vois, si je dois caricaturer. Et oui, avec la diversification, ça permet de lisser ton risque et donc d'avoir une performance aussi qui va aux attentes des personnes, tu vois. Ça, c'est important. Et encore une fois, moi, enfin, bon, spoiler, je le dis, je l'annonce pas aujourd'hui, mais je l'annoncerai dans une prochaine vidéo. Euh, mais voilà, quoi. Je pense, ce qui est important, c'est de répondre aux objectifs de vie des gens et d'investir en fonction de leurs objectifs. Et ça, c'est ultra important. Si une personne veut investir dans voilà, a besoin d'une certaine somme pour investir dans l'IMO ou je sais pas pour préparer les études de leurs enfants dans 5 ans, jamais on va investir sur le marché boursier par exemple. Alors que si c'est dans 15-20 ans, bah là c'est totalement pertinent. Et évidemment, le retour sur investissement il sera aussi plus élevé, mais on diminue le risque parce que ton horizon de placement est beaucoup plus long. Exactement. Mais ça, c'est génial que tu en parles parce que euh, on est nous-mêmes dans ce cas-là avec Julie. On a deux enfants en bas âge et on est hyper concerné par les problématiques des parents. Non seulement on est concerné parce que il y a l'éducation financière qu'on a envie de transmettre, etc. Mais il y a aussi, bon, bah, comment est-ce qu'on prépare nos enfants à chaque étape de vie, en plus de nous préparer nous. Donc moi, ça, je le dis dans l'académie et dans le cabinet. La manière dont on fonctionne, c'est qu'on segmente tout simplement des enveloppes en fonction des objectifs sur le court, moyen et le long terme. En gros, ma philosophie, parce que encore une fois, pareil, j'aime pas être trop dans les trucs de bullshit. Ma philosophie, elle est très simple. C'est que tout le monde a des objectifs sur 5 ans, 10 ans et long terme, qu'on pourrait qualifier de 15 ans. 15 ans ou plus, on va dire. Et des objectifs, par exemple, en général, des plus jeunes, ça va être, bon, bah, moi, je vais avoir fait un tour du monde, je vais avoir, j'en sais rien, fait, je crois, acheter X, Y, Z. Ou alors, ça pourrait être, bah, j'ai envie d'investir en IMO, j'ai envie de bien faire les choses, etc. Donc, bien sûr qu'il y a une allocation qu'il faut préserver pour ça. Puis, on a des objectifs sur 10 ans. Pour certains parents, bah, ça va être les études des enfants, par exemple. Ça pourrait être pareil, un voyage ou d'autres choses, ou une résidence principale. Puis, il y a les objectifs long terme. En général, c'est la liberté sur le long terme. Parce que, en fait, si tu investis bien sur le long terme, que tu mets du capital et que ton capital travaille bien, tu peux effectivement clairement avoir des revenus complémentaires, voire des revenus qui viennent remplacer, tu vois, ton activité. Et donc, en fait, si tu segmentes bien ces trois enveloppes-là et que tu fais bien les choses, tu dors. Non seulement tu dors sur tes deux oreilles, mais en plus ton argent est bien placé sur chacune des enveloppes. Parce qu'évidemment, comme tu dis, sur ces 5 prochaines années, tu vas pas placer dans des small caps. Tu vois, ça n'aurait pas de sens. Mais Alors que oui. sur du 15-20 ans, tu peux aller chercher des fonds potentiellement qui sont illiquides, potentiellement qui sont plus risqués, mais derrière qui vont chercher beaucoup plus de rentabilité parce que le risque sera lissé avec le temps, etc. Ah non, mais totalement. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la partie assurance vie luxembourgeoise. Ça m'intéresse dans le sens où, bah voilà, effectivement, si tu as plus de fonds, ce que tu as clairement dit tout à l'heure, tu peux aller chercher, tu as plus de portes qui s'ouvrent à toi. Mais alors, quelles sont ces fameuses portes? T'as l'assurance vie Ok. luxembourgeoise, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu dans les grandes lignes sans trop rentrer dans les détails? Ouais, Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu sais, si on commence à parler de, en gros, c'est oui, une pas trop assurance vie technique. luxembourgeoise, c'est des petites enveloppes qu'on appelle le FAS, le FIL, des trucs comme ça, c'est un peu chiant. Donc, on va essayer de rester simple. Euh, pareil, je vais essayer d'être sans bullshit, si ça te va. Mais Ça me va. l'assurance vie luxembourgeoise, en gros, pour la faire courte et pourquoi on en parle, c'est que quand on commence à avoir beaucoup d'argent, on se pose la question numéro une qui est que je veux protéger cet argent. Moi, c'est très simple, hein. Je pense qu'il y a vraiment une corrélation, si on devait faire une courbe au sein de nos clients, il y a une corrélation entre le niveau de patrimoine et l'importance qu'ils accordent au fait de protéger leur argent, c'est-à-dire que leur priorité, c'est déjà ne pas le perdre. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, plus le temps passe et plus on se pose cette question-là, d'où effectivement la notion de fiscal, de transmission, etc., entre autres. Euh, et donc, du coup, l'assurance vie luxembourgeoise, pourquoi on en parle dans ces moments-là? Parce que, en fait, l'assurance vie luxembourgeoise, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est celui qui est énormément mis en avant d'un point de vue marketing. C'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Donc, pour la faire très courte, pour vraiment que ce soit pas très chiant, ce qui se passe dans le cas d'une assurance vie luxembourgeoise, c'est que les fonds du client, donc imaginons que toi tu mettes, voilà Emilien, tu es millionnaire, tu mets 1 million dans une assurance vie luxembourgeoise, et ben en fait tes fonds ne sont pas détenus par l'assureur.
ok? Ils sont détenus par le dépositaire. Et donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas dans le même bilan. Donc, si demain, l'assureur fait faillite, toi, tu récupères tes fonds directement. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, parce que c'est le dépositaire. Ok? C'est ça, en gros, ce qui se passe dans une assurance vie luxembourgeoise. Ce qui se passe dans une assurance vie française, c'est que si demain l'assureur fait faillite, attention, ce n'est pas arrivé encore en France, mais si l'assureur fait faillite, c'est beaucoup plus compliqué pour les récupérer. D'accord? Tu vas avoir, en gros, une garantie jusqu'à 70 000 euros, etc. Mais voilà, il va falloir un petit peu aller te battre. En plus, potentiellement, tu peux voilà, mettre ton contrat chez un autre assureur, mais tout ça, c'est du théorique. La réalité, c'est que si demain un assureur français fait faillite, on est dans la merde, hein. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça d'aller chercher ces fonds. Mais en tout cas, au Luxembourg, clairement, ton argent est ultra, ultra, ultra protégé. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, il y a 3 gros avantages en gros, hein. Le deuxième, c'est que tu as accès à plein de classes d'actifs. Si tu veux, je peux en parler juste après. Version courte, une assurance vie luxembourgeoise, c'est une assurance vie française fois le compte titre. Tu vois, tu mixes les deux. Ça veut dire que tu as accès à absolument tout avec toujours l'avantage fiscal de l'assurance vie française. Et le troisième avantage de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est un peu je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en gros le plug and play. C'est-à-dire que si demain tu t'expatries et que tu as une assurance vie luxembourgeoise, c'est extrêmement facile et t'as aucune contrainte pour dire, je sais pas moi, tu pars en Belgique, d'accord? Et bah ok, bon bah maintenant je suis résident belge, c'est réglé en 2 secondes. Tu vois, on replug ça très facilement, alors que c'est un petit peu plus complexe quand tu as tes actifs qui sont vraiment en France. Là, tu as des actifs au Luxembourg, dans un pays en plus ultra capitaliste, donc tu es protégé. Parce que la fiscalité de l'assurance vie luxembourgeoise dépend du pays de, de là où tu résides, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, c'est exactement ça. En fait, au moment où tu vas vouloir retirer ton argent, ça va dépendre effectivement de là où tu résides. Donc, tout à l'heure, tu parlais aussi d'une autre classe d'actifs. C'était quoi? Je m'en rappelle plus. Le private equity, private debt, l'or, Ouais. Euh, non, je private sais plus. debt. Mais du coup, par exemple, il y aurait quoi d'autre comme actifs financiers que les personnes avec des plus gros fonds, notamment en gestion privée, auraient accès? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des fonds qui sont accessibles à partir de 100 000 euros. Ok. Il y a des fonds qui sont que accessibles sur une assurance vie luxembourgeoise. Et tu as des fonds, même quand ils sont pas accessibles sur une assurance vie luxembourgeoise, que tu peux venir en gros répertorier au sein de l'assurance vie luxembourgeoise. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu as une assurance vie luxe, si tu trouves un truc qui est stylé, tu peux le mettre dedans, en gros, pour la faire très courte. C'est pas le cas du tout pour une assurance vie française. C'est pas du tout, ça marche pas du tout de la même manière. En gros, tu as un éventail de possibilités sur une assurance vie française. Si t'as pas le fond, tu l'as pas, tu vois. Mais dans le monde de la finance est vaste et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds qui sont très intéressants et qui sont pas forcément accessibles sur des assurances vie françaises. Et en fait, tout simplement parce que comme ils sont très intéressants, je prends des fonds de private equity par exemple, en fait, ils ont énormément de rentabilité. Tu vois, il y en a qui vont chercher 14, 16, 18% par an. Et en fait, ils n'ont pas de problème pour avoir de l'argent. Donc eux, ils vont pas chercher des petits porteurs qui vont mettre 1000, 5000, 10 000 euros. Ils vont chercher des gens qui vont leur apporter tout de suite énormément de capital. Et comme c'est des fonds qui sont super, qui surperforment, etc., ils ont aucun problème à se dire, bah c'est pas grave, nous on est accessible qu'à partir de 100 ou 250 000 euros, tu vois, voire 1 million, certains. Donc c'est ça en fait l'assurance vie luxembourgeoise. C'est pas tant le fait que c'est magique. En gros, ça va revenir à peu près au même, franchement. C'est juste que tu vas pouvoir effectivement loger plusieurs fonds, tu vas pouvoir beaucoup mieux diversifier, enfin voilà, bien faire les choses, quoi. Mais, je mets un mais quand même, c'est que l'assurance vie luxembourgeoise, je trouve qu'elle est vachement mise en avant depuis quelques années, parce que Hmm. effectivement, c'est génial, hein. Franchement, c'est génial. C'est pas pour rien que la grande majorité des riches ont une assurance vie luxe. Mais objectivement, et ça, nous, c'est exactement notre mantra aujourd'hui. Si tu as moins de 500 000 euros de capital net à placer, une assurance vie luxembourgeoise, c'est pas intéressant selon moi. En Oui, fait, tu parce que auras exactement la même. excuse-moi, ce que j'allais dire, c'est un billet minimum à 250 000. Voilà, 100 000 pour certaines. Mais Ok. en gros, le truc connu, c'est 250. Mais en réalité, à 250 000 euros, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Ok, pour quelle raison? Parce que tu peux faire exactement la même chose sur une assurance vie française. Tu vois, tous les avantages dont je te parle, d'aller chercher certains fonds, etc., bah, tu pourras pas les faire parce que tu as des catégories, en gros, en assurance vie luxembourgeoise. En gros, plus tu es riche, plus tu es dans une catégorie stylée.
Et plus tu es dans une catégorie stylée, plus tu peux faire de choses. En gros, hein. Pour la faire très courte, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est un peu la même chose avec le private equity? Dans le sens où aujourd'hui, t'as des fonds de private equity qui sont accessibles à tous autour de 1000 euros. Et t'en as d'autres, on va pas citer de nom, mais t'as des sociétés assez connues qui sont au minimum à 100 000 euros. Est-ce que du coup, ça a un impact aussi sur la qualité des entreprises qui te... Ouais, Mais bien sûr. En fait, en général, les fonds dont tu parles, c'est des fonds de fonds de fonds. Tu vois, c'est-à-dire oui, que c'est des fonds qui viennent investir dans ces fameux fonds dont tu parles, qui sont accessibles à 100 000 euros. Mais ils viennent prendre une surcouche de frais. Et parfois, c'est des fonds de fonds. Donc, en général, c'est des fonds de fonds. Mais parfois, c'est des fonds de fonds de fonds. Et donc, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que plus tu as d'intermédiaires, plus tu as de frais. Et en général, non, mais en vrai, j'en sais rien, hein. Il y a peut-être voilà, un marché que je ne connais pas, mais je dirais que pour 99% des fonds qui sont accessibles à 1000 balles, c'est pourri en fait. Tu as trop de frais. Et un truc, ça qu'on peut partager, c'est qu'il faut bien faire attention, surtout sur le private equity. Il faut bien faire attention parce que généralement, ce qui se passe dans tous les sites de private equity accessibles aux particuliers, etc., c'est qu'on va toujours mettre en avant la performance du private equity, qui est de 14% par an depuis 25 ans en gros, mais on va jamais mettre en avant la performance réelle, nette de tous les frais des fonds qui ont été proposés par cette plateforme. Et une fois, j'avais fait les recherches et j'ai même demandé à ChatGPT et à Claude de tout analyser, de tous les trucs, et ils ont dit les chiffres ne sont pas communiqués. Parce que le private equity, c'est très opaque en fait, hein, comme secteur. Donc en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que sur le papier, le private equity fait 14% par an. Mais quand tu as des intermédiaires qui viennent récupérer 1%, 1,5%, 2% à chaque fois, bah toi finalement il te reste pas grand chose. Demain tu investis dans un MSCI World, en gros tu fais la même perf quoi, tu vois, voire plus. ouais, bah, ouais, ouais, voire plus. Voilà. C'est liquide, t'as ton argent. Donc en fait le private equity c'est intéressant pour dans deux scénarios. Le premier scénario c'est que tu as un réseau et donc tu investis dans des boîtes de tes potes ou de ton réseau, etc. Qui peuvent percer, mais c'est très compliqué. Il y a une startup sur 10 qui marche, etc. On connaît les stats. Ou alors, tu investis dans des fonds de private equity de vraiment de grande qualité institutionnelle. Et là, tu peux aller chercher effectivement plus de performances. Et là, globalement, il n'y a pas de secret. En général, hein, quand tu investis dans ces fonds, tu es accompagné quand même hein, d'un vrai conseiller qui fait en gros ce taf-là dont je te parle, qui va lire les documents et tout. Nous, c'est un peu ce qu'on fait, tu vois, c'est le taf chiant, mais on adore ça parce qu'on est des geeks et ça nous passionne. Mais une fois que tu fais ce taf d'aller chercher des fonds, bah, tu peux aller chercher effectivement plus de performances. Et globalement, ce qui se passe, c'est que plus tu as d'argent, plus tu as des fonds qui sont intéressants. Ok, ouais, je comprends. Et donc, aujourd'hui, là, pour clôturer un peu ce podcast, Vas-y. si tu devais donner une recommandation à quelqu'un qui a entre 10 et 100 000 euros et une autre entre quelqu'un qui a 100 000 et 1 million pour construire un patrimoine solide, tu leur dirais quoi? Bah, franchement, je Là, vais ça donner vient du la cœur. même recommandation. Je La vais donner même. la même recommandation pour les deux. Peu importe ton argent, tu dois être conscient que il y a personne d'autre que toi qui en est responsable. Et une fois que tu es conscient de ça, de l'importance du fait de se former, bah en fait, tu te formes sur la question. Et nous, même les clients du cabinet, on les forme et on leur explique tout de A à Z. Et s'ils comprennent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit c'est un mauvais produit. Bon, c'est jamais arrivé, hein, on fait en sorte d'être pédagogue. Mais pour moi, si tu comprends pas ce dans quoi t'investis, tu peux pas faire confiance aveuglément dans ton conseiller. C'est la même chose que pour une voiture. Tu vois, demain, si tu sais pas, tu comprends pas un minimum la mécanique, tu peux complètement te faire plumer. Tu vois, tu peux ne pas te faire plumer, mais tu peux aussi complètement te faire plumer. Chez toi, si tu comprends pas un minimum les travaux, on va dire un minimum, hein, c'est-à-dire juste les bases, etc. Et bien sûr, c'est pas toi qui vas faire, tu vas déléguer à des artisans. Ça va être pareil, tu vas te faire complètement plumer par des artisans. Et pas pour les conseillers financiers, c'est la même chose. Même si tu délègues, t'es pas obligé de déléguer jusqu'à un certain niveau de patrimoine, mais même si tu délègues, c'est important que tu comprennes les choses. Et donc, pour comprendre les choses, il faut, quoi qu'il arrive, se former, s'informer et bien être conscient de la décision que tu prends quand tu appuies sur le bouton, tu vois, pour dire let's go, on y va. Parce que je vois trop d'erreurs de produits structurés à tout va, des produits dérivés, des fonds qui sont absolument, tu vois, des fonds internes enfin, des banques qui sont tout pourris. Et en fait, il faut pas déléguer en fermant les yeux. Ouais, clairement. La pédagogie, hein, c'est Et essentiel. pédagogie encore. Pour Voilà, avoir confiance,
faut comprendre un minimum, c'est clair. Mm. Écoute, merci Joe. Où est-ce que, Avec plaisir. Merci Emilien pour cette invitation. où est-ce qu'on pourrait te contacter? Si, Ah, sur Insta principalement. On en parlait en off, mais LinkedIn, j'arrive plus. ah ouais, tu Donc te fais harceler. principalement, non, c'est même pas que je me fais. Ouais, je pense que j'ai pas mal de messages en retard. C'est que j'ai du mal avec le réseau, que je trouve un peu. Enfin, tu sais, c'est un peu toujours les mêmes posts, toujours le même copywriting. Tous les posts sont faits avec l'IA. J'ai un peu du mal avec LinkedIn. Insta, je trouve ça plus authentique. C'est moi qui réponds à tout le monde, hein, sur Instagram. Donc, si vous m'envoyez un message, c'est sûr et certain que ce sera moi qui répondrai. Et soit je vous fais des vocaux, soit quoi que ce soit. Donc, sur Instagram, @joevassel, vous me trouvez. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions ou quoi que ce soit. C'est avec plaisir. Impeccable. Eh ben merci. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis merci Joe d'être venu sur le podcast et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, Avec plaisir. ciao. Merci, Emilien. Salut.